Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos, le bassin de Radoub. Et bien sûr, qui dit bassin de Radoub dit historique de navire. Et aujourd'hui, le navire que je souhaite vous présenter est le Tirpitz. Le Tirpitz, alors, de son vrai nom, parce qu'il faut savoir que son vrai nom à ce navire, c'est l'Alfred von Tirpitz. Alfred von Tirpitz, naturellement, puisqu'il doit son nom au grand amiral de la flotte allemande, Alfred von Tirpitz, fondateur et organisateur de la flotte allemande impériale, la Kaiserliche Marine. Il faut vous rappeler que lorsque l'Empire allemand, le Second Reich, va être créé, il est créé sur les fondations, entre autres, sur l'unification de la Prusse avec un certain nombre d'autres États allemands, la Bavière, le Württemberg, etc. etc. Et c'est sur la base de la flotte prussienne que Alfred von Tirpitz va recevoir comment dirais-je, consigne d'unifier et de créer la Kaiserliche Marine. Parmi cette Kaiserliche Marine, il y a la fameuse escadre de haute mer, l'Oxee-Flotte, qui remportera la bataille du Jutland. Donc, il était tout naturel que l'Allemagne du Troisième Reich, qui s'estimait en quelque sorte l'héritière de l'Allemagne de l'empereur allemand, cette Allemagne du Troisième Reich est un cuirassé parmi les plus formidables de ces bâtiments, ayant le nom de Tirpitz. Alors, le Tirpitz, qu'est-ce que c'est? C'est un cuirassé, naturellement. Il a été commandé en avril 1935. Sa quille va être posée le 2 novembre 1936, soit 3-4 mois après celle du Bismarck. Et il sera lancé le 1er avril 1939. Le Bismarck, lui, est lancé le 14 février, donc quelques mois auparavant. Il sera fini d'être armé, ou quasiment fini d'être armé, le 25 février 1941. C'est-à-dire, je rappelle que c'est en mai 41 que le Bismarck va être coulé. Donc, c'est un Tirpitz pas tout à fait fini, qui est livré à la flotte de l'Allemagne, alors que le Bismarck venait de partir pour son unique voyage, et définitif d'ailleurs voyage. À la base d'ailleurs, il était prévu que Tirpitz et Bismarck soient associés et partent ensemble pour ce voyage, mais des retards vont faire que, effectivement, on va découvrir que le Tirpitz n'est pas tout à fait opérationnel, et il va donc être envoyé comment dirais-je, en Norvège, non loin de Trondheim, tout simplement pour terminer les travaux d'armement. Et c'est cette décision prise par Hitler, d'ailleurs, est d'autant plus motivée par le fait qu'ils ont perdu le Bismarck et que Hitler n'a aucune envie de risquer un autre cuirassé qui est son arme la plus importante. Hein. D'autant qu'Hitler n'était pas franchement motivé et franchement convaincu de l'intérêt des bâtiments tels que le Tirpitz ou le Bismarck. Pour lui, c'était tout à la fois... il devait jouer un rôle en quelque sorte de corsaire, mais il n'était pas vraiment convaincu de leur intérêt et ils étaient plutôt des armes de propagande plus que de réelles armes, comment dirais-je, d'affrontement direct. Néanmoins, Hitler va positionner le Tirpitz sur la côte norvégienne pour deux raisons. La première, c'est pour faire peser une grosse menace sur tous les convois qui partaient d'Angleterre vers la Russie. Et ensuite, la seconde raison, c'est que le Tirpitz devait avoir un rôle défensif, potentiellement défensif, car ce que redoutait Hitler, c'était l'attaque des forces anglaises, entre autres, sur les côtes norvégiennes pour la reconquête de la Norvège. Je rappelle que la Norvège était d'un des principaux fournisseurs de fer de l'Allemagne d'Hitler, et il était donc indispensable de garder la Norvège sous sa coupe. Le Tirpitz ensuite va être muté à l'Altafjord, donc tout au nord,
Il participera à une opération contre les convois, mais ce sera pratiquement sa seule opération auquel il va réellement participer. Je ne sais pas s'il a tiré un coup de canon d'ailleurs. En termes, de toute façon, l'histoire du Tirpitz est terriblement courte en termes d'action militaire, puisque on peut presque dire que c'est sa seule action militaire offensive. Mais attachons-nous d'abord à son comparatif avec le Bismarck, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant. À la base, Wargaming, lorsqu'ils ont introduit le Tirpitz, avait fait du Tirpitz un... Bon, c'était un premium, mais ils voulaient faire du Tirpitz un navire potentiellement différent en termes de gameplay que le Bismarck. Certes, il avait beaucoup de points de comparaison, mais il y avait véritablement une volonté on voulait faire que le Tirpitz était probablement pas forcément plus intéressant que le Bismarck, mais qu'il y ait un gameplay un tout petit peu plus différent. Et pour cela, ils avaient fait que les secondaires étaient moins importantes que celles du Bismarck. Et je rappelle que le Tirpitz, et ça ils ont respecté la réalité, le Bismarck n'avait pas de lance-torpille, le Tirpitz en avait. Donc, après quelques pressions et ils se sont rendus finalement aux arguments de ceux qui voulaient que le Tirpitz soit monté au niveau du Bismarck, parce que techniquement le Tirpitz et le Bismarck avaient exactement le même armement, et donc il n'y avait aucune raison que Tirpitz et Bismarck soient différents en termes de puissance de feu. Et Wargaming s'est finalement rangé à ces arguments, et en augmentant les secondaires du Bismarck, on peut presque dire, donné un mauvais coup au Bismarck, puisque le Bismarck n'est plus, à part son côté historique et symbolique, n'a plus aucun intérêt à partir du moment où on possède le Tirpitz. Néanmoins, on continue à croiser les Bismarck parce que, côté symbolique, etc., etc. En termes de dimension, on va essayer d'être retourner un peu dans le technique au niveau du Tirpitz. Comme je vous l'ai dit, c'est un frère jumeau du Bismarck. Donc c'est sensiblement les mêmes valeurs en termes de dimension. Déjà, 251 mètres, un tirant d'eau de 8 mètres 70. Il déplaçait 42 900 tonnes à vide, et là, il est légèrement différent du Bismarck. Le Bismarck déplaçait à peine 48 tonnes. Et le Tirpitz pouvait déplacer 56 000 tonnes à pleine charge. Sa vitesse étant de 38 nœuds, 38,80 nœuds. On va regarder ça dans le jeu. Et il est à 30,5 nœuds. Alors, j'ai bien dit 30, j'ai pas dit 38 nœuds, hein, j'ai dit 30,8 nœuds. Donc il y a une toute petite différence entre les deux, mais elle est vraiment dérisoire. Que dire d'autre? Même armement, systématiquement que le Bismarck, donc 4 tourelles doubles de 380, 6 tourelles doubles de 150 pour les secondaires, 8 tourelles doubles de 105, 8 tourelles doubles de 37, 12 canons de 20 mm et 8 tubes lance-torpille, donc 2 x 4. Alors, les tubes lance-torpille, on va essayer de les voir. Voilà, on les voit là où mon curseur se balade. Ils sont là. Très bien. Rayon d'action du Tirpitz, 8870 mètres à 19 nœuds. Et il possédait 4 avions, dont 2 opérationnels immédiatement, parce qu'il avait 2 catapultes. Et 2 autres avions en réserve. On voit un de ces avions, d'ailleurs on voit les 2 catapultes. Et comme d'habitude, il n'y a qu'un seul avion de montée. La différence essentielle entre Bismarck et Tirpitz, c'est que précisément le blindage était un tout petit peu moindre sur le Bismarck, surtout au niveau du blindage de la ceinture. Mais c'était assez dérisoire, hein, mais c'était suffisant pour gagner un tout petit peu de poids, ce qui fait qu'il était à 315 mm au lieu de 320 chez le Bismarck, ce qui a permis en quelque sorte qu'effectivement en quelque sorte, il avait une meilleure charge possible, et il était donc considéré comme le plus gros cuirassé en Europe au moment de la Seconde Guerre mondiale. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur le Tirpitz. Le Tirpitz va subir plusieurs assauts. Les Anglais, je vous l'ai dit, craignant énormément la présence du Tirpitz, ne sachant pas à quoi il allait servir. Ce qu'ils ignoraient totalement d'ailleurs, c'était que pour que le Tirpitz ait
un fonctionnement maximal, il fallait qu'il ait une consommation de mazout qui était bien au-delà des capacités que pouvait lui fournir l'Allemagne. L'Allemagne était en pleine récession, garder son mazout au maximum pour des forces vives telles que déjà tout ce qui était tout ce qui faisait marcher l'industrie militaire, et aussi le mazout pour tout ce qui était des capacités, comment dirais-je, tout ce qui était armement au sol et des avions. Le Tirpitz était donc, on sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, Hitler n'avait pas une haute opinion pour des cuirassés en général. Le Tirpitz donc n'avait pas vocation aux yeux d'Hitler à mener des actions, ce qu'ignoraient les Anglais. Ce qui fait que Hitler va se servir de l'hypothèque Tirpitz sur la côte norvégienne pour immobiliser une bonne partie de la flotte anglaise à Scapa Flow, ne serait-ce que pour interdire aux Tirpitz de bouger. Mais ce que les Anglais ignoraient, c'est que Hitler n'avait absolument pas l'intention de faire bouger le Tirpitz. À telle enseigne que lorsqu'il va subir un premier assaut, une opération sous-marine va effectivement avoir lieu contre le Tirpitz à la fin de sa carrière d'ailleurs. Ils vont lancer 4 ou 5 mini-submersibles qui n'étaient pas munis de torpilles mais de charges sous-marines. Seulement 2 vont parvenir à leur but et seulement 2 vont exploser, occasionnant de gros dégâts sur le Tirpitz, à telle enseigne qu'il va être tracté jusqu'à un port pour des réparations. Et c'est là qu'il subira un bombardement important, puisqu'il va prendre, de mémoire, c'était des bombes de Spreadseaton, 3 bombes de Spreadseaton, plus, qui vont le faire, qui sont envoyées par des bombardiers Lancaster, qui vont le toucher, et il chavirera. L'idée de Dönitz, quand il avait installé le Tirpitz dans ce port, c'était de l'amener près d'un haut fond, pour que même si les Anglais parvenaient à le couler, il puisse être une sorte de tourelle flottante, une toile fixe même, et qui reste quand même malgré tout opérationnel en termes de canon. Malheureusement, pour les Allemands, le navire va chavirer, et il y aura quand même près de 900 morts dans cette tragédie, et quelques rares survivants vont être sauvés simplement parce que justement le navire a chaviré, qu'il se trouvait sous la coque et qu'on fera un des trous dans la coque pour l'aider et on parviendra à les sortir de là. Le Tirpitz sera bloqué tel quel, comme épave chavirée, de 1940, donc du moment de l'accident jusqu'en 1957, et c'est à partir de 1947 jusqu'en 1957 que les Norvégiens, après la guerre donc, vont commencer à le débiter, et en quelque sorte, ils se rembourseront des frais de guerre à travers tout ce qu'ils vont récupérer sur ce navire. Voilà pour l'histoire du Tirpitz, succincte, parce que ce navire, à différence de son prestigieux sister ship, n'a absolument pas participé à un combat. Néanmoins, il fut peut-être, à égalité avec le Scharnhorst, celui qui hanta le plus les nuits des Anglais durant cette seconde guerre, du moins jusqu'à sa mort, puisque en le coulant en 1944, les Anglais furent enfin débarrassés de la dernière hypothèque maritime que faisaient peser les Allemands sur eux. On va passer en bataille maintenant, une bataille que Papy, sur son Tirpitz, m'a aimablement fourni, je leur remercie. Et on se retrouve pour continuer notre petite discussion sur le Tirpitz. Et nous sommes partis. Donc c'est bien Papy, tout seul, sur son Tirpitz, comme un grand, qui est sur la map estuaire, en mode domination, qui pour l'instant, comme il est arrivé au centre exact de la carte, est encore en train d'étudier le développement de son équipe pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. Il y a vraiment le choix. Il semble que les 2 cuirassés qui l'accompagnent, Scharnhorst et Fuseau, ont plus ou moins décidé de partir effectivement sur la droite, donc pas bord toutes.
de la part de Papy. Enfin, tout, faut voir. Hein. Il continue tout droit, là. Intéressant. Il va aller dans le cap. Non, il tourne. Il continue un tout petit peu à tourner. Visiblement, je m'intéresse beaucoup à cette tactique parce que je vois pas ce qu'il va faire. Il va quand même pas aller au centre. Intéressant. Voyons ça. Je l'ai dit. Alors non, effectivement, les deux cuirassés ont décidé de faire de partir l'un à droite, l'autre à gauche. Donc Papy étant au milieu, il va tout droit, c'est logique. Donc le Scharnhorst va à tribord, le fuseau semble aller vouloir aller soutenir le déploiement à gauche. C'est assez rare que le déploiement se fasse d'une manière aussi équitable de part et d'autre. Je pense que Papy effectivement veut pouvoir mettre une ou deux chouquettes au Richelieu. C'est pour ça qu'il s'est pointé, enfin Richelieu ou un autre cuirassé. C'est pour ça qu'il s'est pointé là. Mais ça va être compliqué parce que le Richelieu est très très anglais et il ne fera pas énormément de dégâts. Par contre, il y va YOLO là. C'est intéressant comme concept. Mais bon, le but du jeu, c'est effectivement d'être suffisamment imprévisible pour surprendre et infliger assez de dégâts par effet de surprise à l'ennemi. Voilà un Bayern qui semble vouloir faire pareil. Il fonce droit sur lui. Enfin, droit sur lui. Il ne sait pas. Il ne sait pas vraiment que Papy est là. Par contre, Papy le voit, lui. Ça y est, il est repéré. Donc là, le Bayern va probablement pas le rusher. Voilà, il y en a deux qui le surveillent, deux qui le visent. Un. Est-ce que c'est le Gnao qui le vise? Deux à le viser. Voilà une attitude assez surprenante. Ceci dit, par cette attitude-là, il prend le plan toute une partie de la côté de lui ici. Et mais enfin bon, ils sont 4 à le viser. Il va falloir qu'il fasse quelque chose parce qu'il tiendra pas longtemps comme ça. Ceci dit, bon, les ennemis étant cachés derrière l'île, ils sont tout simplement pris à revers et le tir-pit s'est placé de telle manière qu'effectivement il tank relativement bien, il prend peu de dégâts. Alors là, le Bayern n'a absolument pas l'idée que le circuit, ça les torpille, j'ai l'impression. Ah, le torpille ne touche pas. Il a eu une probable. Alors, est-ce qu'il va être pitché, le Bayern? Ouais, un petit 3 000 de plus, et voilà, finalement du Bayern. Oh, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Voilà. Ça lui a coûté cher, mais bon, 20 000 de dégâts. Il a pris... Là, maintenant, par contre, il va vraiment falloir sortir de là, parce que il y a un spammer à la HE qui est dans le coin. Et voilà le Gaïdeux qui vient de chercher, apparemment. Le Gaïdeux n'a pas idée de ce que... Non, ça va. Il n'a pas idée de ce qu'il va...
ce sont les secondaires d'un tir-pisse. Il est un petit peu resté le maître du jeu sur cette partie de la game. C'est assez déstabilisant parce que on n'imagine pas du tout. On n'imagine pas du tout un type de gameplay comme ça. C'est très intéressant. Du temps qu'il c'est gagnant, donc pour l'instant c'est gagnant, donc. Alors, le York risque de prendre assez cher. Ouais, le tir-pit c'est là vraiment comme dans son historique en tourelle flottante. Et il interdit le passage là et voire même il pèse sur le point A. Ah, il y avait un petit peu de dégâts. Naturellement, on tire à la cheveux. Sur le tir-pit, quoi de plus naturel. Et allez, 3 de nouveau qui visent. Ça fait beaucoup de monde. Et là, il va se forcer de prendre à revers ou alors d'aller dans la base initiale de l'ennemi. Bah, l'idée, ce serait d'arriver à sortir le New Orleans. Ce serait un bon plan, ça. Il est quand même très bas en vie. Autant que l'ennemi a renversé un peu la tendance et mène 4-2 maintenant. Le New Orleans est sorti et il s'est mis à l'abri des tireurs, même s'il y en a 3 qui visent pour l'instant. Torpedos auf Steuerbord! Et il continue de tanker. Un petit déficit de 20 000 points. Feueralarm! Et ils sont 4 à le viser, c'est assez surprenant quand même. Il doit être quand même pas mal nerveux, papy. Parce que c'est quand même pas évident de faire ce genre de tactique. Là, le Glasgow vient de se mettre en position. Vous voyez les secondaires qui se mettent en route. Et un petit 7000. Des rares fois que les tourelles arrière rentrent en action. On prend à nouveau un incendie, mais... Ah, les torpilles qui viennent de l'arrière deviennent de l'avant. Et oui. Tant pis du Gneisenau, non, ou du Galissonnier. Ah, et tant pis du Gneisenau. Il va les éviter, mais Gneisenau, lui, ne les évitera pas. 2 torpilles au but. Là voilà. Hein. Il a fait exploser la partie. C'est vraiment une tactique très étonnante. Et probablement pas à reproduire chez vous. Sauf si vous avez vraiment le tir-pix en main.
C'est-à-dire qu'il va probablement essayer de le torpiller. Feueralarm! Ah, citadelle sur la galissonnière, qui est assez Torpedos direkt gonflée. Hein. voraus. Voilà les torpilles de la galissonnière. Et il les a évités. Et la galissonnière qui sait que vous ne tirez plus sur les torpilles. Torpedos direkt voraus. Il s'en prend une. Et ouf. Voilà. Il est intervenu et a explosé la défense ennemie au plus fort parce que c'est finalement là qu'il y avait la plus grosse concentration d'ennemis. Son intervention il est accrédité que de deux destructions, mais il a fait beaucoup plus que ça hein, en termes de poids stratégique. Son intervention a fait énormément de mal à l'ennemi. On peut s'attendre à ce que le York le rush pour aller le torpiller. Il n'y a guère que ça, et vu le peu de vie qui lui reste, un papy, voilà, il l'attend le York. Unser Sieg ist in Sicht. Il surveille, c'est intéressant. On a presque besoin d'une musique de western. Hein. Et que va faire le Champ-Nord? Champ-Nord qui se met sur le Gaiden qui est en train d'essayer de les prendre à revers. Les York les attendent pour les torpiller. Non, pas pour les torpiller, il n'est pas en position. Non, oui, ça y est, il tourne. Torpille. Je vous annonce les torpilles. Et Champ-Nord qui vient de se... Et oui, le Champ-Nord risque de les prendre à la place de papier. Si, le York a eu le temps de les lancer, bien sûr. Voilà, fin de la bataille. Étonnant, bataille. Retour au port. Et retour sur le Tirpitz, sur le bassin de Radoub. Allez voir d'avion, but d'avion, là. Autant profiter avec... puisque cette nouvelle caméra nous a été incrémentée. Nous allons faire un petit tour donc d'abord sur les écrans de la bataille. Donc c'est une victoire. Avec 3084 points d'XP. Il a obtenu Dreadnought. 84 000 de dégâts, ce qui est le tiers x 10 000. Une citadelle, 2 navires coulés, un incendie, 3 torpilles au but, 103 coups à la cible des secondaires. Il finit second derrière le Shinonome qui était à l'autre bout, sur l'autre cap, et qui a donc dû faire pas mal de boulot, parce que en termes de dégâts, mais il a quand même égrené pas mal de dégâts sur pas mal de monde. 24 000 sur le Gneisenau, 21 000 sur le Bayern, 21 000 sur la Galissonnière, 11 000 sur le York, 4 000 sur le Gaide, quelques chouquettes sur un autre Bayern et sur un New Orleans, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a tanké. Il a tanké pour 2 120 000. Il n'a pas fait énormément de kilomètres, 34 kilomètres, mais 2 120 000, c'est énorme. Et en plus, il a 38 340 de dégâts grâce à sa détection. Il a provoqué 50 incendies grâce à sa détection. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Il a détruit 2 navires et endommagé 5. Je cherchais... non, on ne voit pas... sinon, donc, alors, en termes d'obus, en explosifs, il a tiré 12 obus explosifs. Pour 3600, et il en a mis 5 au but, pour 3600 de dégâts. 84 obus perforants, donc à la paix, 38 ont touché, c'est un bon ratio, presque 1 pour 2, un peu moins. 53 000 de dégâts. Torpille au but, il en a lancé 12, il en a mis 3 au but qui ont fait 14 000 de dégâts. La batterie secondaire, c'est 13 000 de dégâts en batterie secondaire, c'est infernal. Donc, voilà, quoi, on va dire que c'est une belle démonstration de jeu de Tirpitz, où on se sert d'un Tirpitz comme d'un tanker, mais là, clairement, il se sert d'un Tirpitz comme on aurait pu se servir d'un Bismarck, torpille mise à part, c'est-à-dire un navire qui va au cac,
qui reçoit les dégâts, qui les tank, et qui en quelque sorte fait peser sur l'équipe un certain nombre de dangers, quoi. Il pèse sur l'ennemi, clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'histoire du Tir Pit, c'est un petit projet que j'avais vraiment envie de vous raconter. Il me fallait juste une bataille un petit peu atypique. Et merci à Papy de me l'avoir fourni, parce qu'elle est vraiment atypique. En termes de stratégie, en tout cas. Après, bien sûr, en tout ce qui est fight, c'est du Tir Pit pur jus. Alors, ça tombe bien. Il y a tout ce qu'il faut dans cette partie. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.